Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui va forcément vous passionner. On va parler d'IA générative. Mais au-delà des promesses, on va essayer d'aborder des cas concrets. Comment une entreprise peut réellement faire levier avec l'IA générative au quotidien de façon concrète? Mais quels sont aussi les défis, quels sont les risques, quelles sont les mises en garde? On en parle avec deux experts, deux chefs d'entreprise qui l'expérimentent au quotidien. Je reçois ce soir Roland Ratenant. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le fondateur de Nasdi et aussi le président de Martinique Digital. Tout à fait. Vous allez bien? Très très bien. Ok. Et je reçois également Romain Rongier. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Donc, vous êtes le fondateur de Villavéo et de Caseo. Exactement. Tout va bien également? Tout va bien. Parfait. Cas concret de l'usage de l'IA au quotidien dans son entreprise. Terre d'innovation. C'est parti. Bonsoir, Romain Rongier. Bonsoir Manuel. Donc, je le disais, vous êtes fondateur de Villavéo et de Caseo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont ces deux entreprises? Très bien. Oui, bien sûr. Caseo Villavéo fait partie du groupe Imoveo. On est une société basée en Martinique. On rayonne sur les 4 départements Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et on se considère comme des gestionnaires d'actifs. On accompagne les propriétaires et les clients dans l'exploitation de leur patrimoine immobilier, dans la transaction, dans la gestion locative à l'année, dans la location saisonnière. Ok, donc Villavéo, c'est... Villavéo vraiment spécialisé, c'est la marque de la location saisonnière. D'accord. Et Caseo s'occupe de 2 autres métiers, la gestion locative à l'année, quand vous avez des appartements et des maisons à louer, et de la transaction. On accompagne les acheteurs et les vendeurs dans leurs projets immobiliers. Très bien, je reviens à vous, Romain, mais je voulais, Roland Ratenant, que vous rappeliez ce qu'est Nasdi, votre rôle dans Nasdi, et puis vous êtes aussi double casquette, président de Martinique Digital. Tout à fait. Donc, je suis le dirigeant et directeur associé de Nasdi, qui est une société d'ingénierie informatique. On développe des applications, on développe des logiciels, des sites internet, toutes sortes de choses autour du numérique. Nasdi, effectivement, aujourd'hui, c'est une société de 10 collaborateurs. On rayonne également en fait, sur ce qu'on appelle les DOM encore. Et j'ai aussi notre casquette, celle de président de Martinique Digital, qui est la fédération des entreprises du numérique en Martinique. Donc ça me donne effectivement une vision un petit peu globale du tissu économique et du tissu numérique en fait sur le territoire. D'accord. Roland, avant d'expliquer concrètement comment vous utilisez l'IA dans vos structures, pour vous, est-ce que les entreprises en Martinique peuvent déjà s'emparer simplement de l'IA générative? Qu'est-ce qu'elles peuvent commencer déjà à faire? Alors oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose même plus. Même si on est une très petite entreprise, une TPE, une PME, on peut facilement ajouter, profiter finalement de l'intelligence artificielle pour ne serait-ce que améliorer son rendement, améliorer sa productivité. Et il ne faut surtout pas en fait passer à côté, ne pas hésiter. Et j'ai envie de dire que tout le monde, toutes les entreprises devraient s'y mettre. Comment on commence? Alors, comment on commence? Alors, typiquement, si on ne sait pas du tout comment commencer, on peut se rapprocher de Martinique Digital, puisque effectivement, c'est un réseau d'acteurs du numérique, et on pourra en fait trouver des sociétés qui vont accompagner n'importe quel type de structure en fait sur le territoire. Après, et on va en parler, mais effectivement, on peut y aller pas à pas, par étapes. Et j'ai envie de dire, sur les projets en fait, d'intelligence artificielle, il faut arriver à les segmenter et de partir peut-être sur une tâche. Une tâche, en fait, finalement, à essayer d'automatiser, d'intégrer de l'IA et d'avoir, en fait, des indicateurs qui peuvent dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne, on continue, on passe à la deuxième tâche. Si ça ne fonctionne pas, limite, on passe à autre chose. Alors, Romain Rongier, j'avais promis qu'on parlerait de cas concrets et pas forcément de théorie. Est-ce qu'on peut commencer à explorer avec vous? Alors, peut-être en essayant de faire un flashback sur vos débuts avec l'IA au sein de l'une de vos entreprises. Qu'est-ce que vous avez déjà exploré à l'époque? C'était quoi, quand il y a eu ce moment, qu'est-ce que vous êtes dit et comment vous avez commencé avec l'IA générative? Bon, on va commencer au tout début, il y a quelques années, c'est ChatGPT, c'est l'arrivée de ChatGPT dans nos entreprises. Enfin, en tout cas,
un accès grand public, c'est même pas dans nos entreprises, c'est le grand public, on voit ça arriver. Et puis on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On entend de tout, on va se faire, les humains vont se faire supprimer. Voilà, alors du coup, on commence à creuser. Un des premiers applicatifs qu'on a fait dans nos entreprises, en tout cas à tâtons, ça a été sur la partie marketing. Sur la partie marketing, notre métier, notre positionnement est très consommateur d'écriture. On a besoin d'écrire, d'informer les clients, etc. Et donc, ça prend du temps. Et un des sujets qu'on a commencé à aborder avec ChatGPT et les prompts, on en parlera tout à l'heure pour vulgariser, mais ça a été de pouvoir construire les annonces immobilières que l'on avait, que ce soit sur la location saisonnière ou sur des produits qu'on avait en location à l'année ou à la transaction, et de commencer avec quelques éléments qu'on lui donnait, les points GPS, les points forts du bien immobilier, de voir ce que ça donnait. Et on a commencé comme ça à se dire, ah, tiens, on arrive à... Là où on passait une demi-journée à expliquer ce qu'il y avait autour de la maison, comment se projeter sur le territoire, avec quelques éléments, on avait des textes qui ressemblaient à quelque chose. Ce n'était pas encore parfait, mais ça ressemblait à quelque chose et ça commençait à nous dire, il y a peut-être quelque chose on devrait pousser un peu plus loin le curseur pour aller chercher de la productivité sur ce genre de tâches. Et justement, sur cette première expérience, vous avez un petit peu évoqué, mais vous avez gagné combien de temps? Ça vous a permis de gagner combien de temps? C'est très simple. Un texte qu'on faisait il y a quelque temps à la main, où on prenait le temps d'écrire ce qu'il y avait autour, de se repérer déjà sur la map, parce que l'équipe marketing ne se déplace pas à chaque fois sur chaque maison. C'était à peu près une demi-journée de travail. Rien qu'en mettant quelques indications dedans, ça sortait un texte à 80% exploitable en 15-20 minutes, quoi, le temps de le retravailler. Donc le gain de temps a été, là on ne parle même pas de 30%, c'est un énorme gain de temps. Très bien. Roland Ratenant, donc vous, dans votre société Nasdi, déjà pour votre structure, ça a été quoi les premières expérimentations avec l'IA générative il y a quelques années, si vous arrivez à À se vous faire aussi souvenir? comeback, exactement. Alors je pense qu'effectivement, comme tout le monde, à l'époque, il y avait effectivement ChatGPT et Gemini arrivait en fait derrière. Donc c'était on va dire, des assistants virtuels qui permettaient de nous aider au quotidien. Genre écrire un email, genre pour la partie le service RH, faire un avenant à un contrat. Donc vraiment, c'était dans le contenu d'arriver en fait à produire des choses rapidement et plutôt de qualité. Et on a vu que ça n'a cessé de croître. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont même intégrées dans les outils collaboratifs à l'intérieur des entreprises. Et une étude montre qu'aujourd'hui, 78% des PME et grandes entreprises utilisent déjà l'IA au quotidien et on n'est qu'à 10-20% pour les très petites entreprises. Donc il y a encore un gros pas à faire. Et voilà, ce sont des usages que là, on a, nous, aujourd'hui au quotidien. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, donc vous, forcément, dans votre structure, il y a des personnes qui sont assez à l'aise avec le numérique, l'informatique. Oui. Ça a été quoi les cas d'usage déjà pour votre structure que vous avez exploré? Alors, clairement, dans notre métier, c'est de développer, je disais, des logiciels. D'accord. Aujourd'hui, en fait, on a un assistant, on a des assistants dans nos outils qui nous permettent d'aller 10 fois plus vite. À l'époque où, en fait, où on avait par exemple des bugs, des erreurs sur le logiciel, ça prenait des heures, voire des jours d'aller chercher sur Stack Overflow, faire des outils comme ça pour déceler en fait d'où pouvait provenir l'erreur. Aujourd'hui, avec nos assistants virtuels basés IA, on arrive à corriger les choses, mais quasiment de façon instantanée. Donc le gain en fait en productivité est juste énorme. D'accord. Donc, moi, la question que ça m'évoque, c'est est-ce que vous pensez que finalement, un expert qui a l'IA est vraiment augmenté Oui. ou est-ce que finalement, on n'a pas besoin d'expertise et avec l'IA, on acquiert cette expertise? C'est une très bonne question. Oui. Je pense déjà que un expert est clairement augmenté et je pense que tout le monde peut être augmenté sur ses compétences. Ça veut dire que l'IA aujourd'hui, à mon sens, optimise finalement l'être humain et l'optimise en fait dans tous les sens. Ça veut dire que si on a des fois des réflexions pour savoir si l'IA en fait c'est bien, pas bien, etc. J'ai envie de dire que c'est ni ange ni démon. En gros, ça va optimiser finalement ce que l'on utilise en fait au quotidien. Donc si on fait les choses entre guillemets bien, ça va optimiser le fait qu'on fasse des choses bien. Si on fait les choses mal, ça va optimiser le fait qu'on fasse des choses mal. En gros, c'est un petit peu ça. D'accord, très bien. Romain, donc, refaisons le fil. Donc, on a Ouais. parlé des débuts. Donc, ça permet aussi aux téléspectateurs de comprendre par quoi ils peuvent commencer, donc par des problématiques simples. Et après, comment on remonte un petit peu le fil? Vous en êtes
Ou après, vous êtes passé par où pour l'exploration de l'IA, pour avoir des cas concrets? Alors, on est passé déjà par une première étape qui me semble être indispensable avant d'intégrer l'IA dans l'entreprise, c'est la structuration de son entreprise. D'accord. Parce que mettre de l'IA sur quelque chose qui n'est pas structuré, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est que c'est contre-productif. Donc, on est passé par cette phase-là de déjà bien structurer nos process, les réécrire, les mettre à plat sur des choses simples, de ce que l'on faisait déjà manuellement. Et c'est après qu'est venu, on va dire, on a continué à creuser un peu l'IA en se disant, mais ok, mais cette action-là dans l'entreprise, on la répète quand même plusieurs fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer justement l'IA dans ce secteur-là? Et au fur et à mesure, et on a encore un périmètre global qui est assez élevé, mais au fur et à mesure, on arrive à utiliser et à segmenter une brique, la terminer avec de l'IA, et au fur et à mesure, on avance comme ça. Donc, on déroule. Pour bien comprendre, parce que je sens que c'est important, le fait justement d'écrire les procédures, d'expliquer comment les choses fonctionnent dans votre entreprise, en quoi c'est décisif et en quoi c'est important pour qu'on comprenne bien? Alors, il y a plusieurs enjeux Ok. à écrire ces procédures. C'est déjà la répétition de l'action pour que l'entreprise, au sens global, ait le même niveau d'implication, que ce soit moi, que ce soit un collaborateur. Donc la standardisation. La standardisation de nos processus. Et puis, c'est aussi pour le client de recevoir, peu importe à quel moment il rentre dans le circuit de l'entreprise, il recevra donc le même niveau d'expertise et le même niveau d'exigence que l'on aura eu sur le premier client. Parce que du coup, on est capable de le répéter. Donc, on a commencé par là avec la standardisation et l'écriture de nos process. C'est aussi, d'ailleurs, pour écrire nos process, on a utilisé l'IA. C'est là où ça devient intéressant parce que écrire des process en interne, c'est souvent chronophage pour une entreprise. Pour un chef d'entreprise, il a souvent autre chose à faire. Mais avec l'IA, tout se simplifie. Il suffit juste de parler, même avec du vocal, ou même d'écrire juste ce qu'on a en tête, ce que l'on fait au quotidien de manière vraiment très brouillon. Bah, vous demandez simplement à une IA de vous sortir avec un prompt bien travaillé, la procédure que vous venez lui donner en 2-3 mots. Bah, vous avez une procédure qui est standardisée et que vous allez pouvoir intégrer au sein de l'entreprise. Ça change D'accord. tout. Et pour comprendre, une fois que cette procédure est écrite, elle est partagée avec l'entreprise, mais est-ce que potentiellement elle va aussi pouvoir alimenter une IA pour avoir des résultats à la hauteur de vos standards? Exactement. Bah, là, on est dans cette phase-là. Pour moi, c'est une phase supplémentaire où tout ce qui a été écrit nous a servi déjà, à identifier les choses qui se répétaient, les activités qui se répétaient. Et donc, on peut donc automatiser. Et l'IA rentre dans ce cadre-là de l'automatisation de certains process. Donc, on a travaillé cette brique-là. Et là, on rentre dans une deuxième phase. C'est avec toute cette donnée qu'on a écrite, maintenant, comment le collaborateur va pouvoir se l'approprier, ou même nos clients. Parce qu'il y a, sur la gestion locative, par exemple, il y a des process que l'on met à disposition de nos clients pour qu'ils puissent être autonomes dans les différentes choses qu'ils ont à faire aussi dans leur logement. Et ben, l'IA va venir puiser dans cette ressource qui a été écrite et donc on la rend au service soit de nos clients, soit de nos collaborateurs en interne. Très bien. Roland, je voulais aborder un point. On voit qu'on peut commencer de façon un peu manuelle, à tâtons, dans des IA génératives. Donc vous avez cité ChatGPT ou Gemini, il y en a plein d'autres. À partir du moment, comme le dit Romain, où on a identifié une tâche où elle est chronophage, où on fait toujours la même chose et on aurait aimé l'automatiser, cette automatisation n'est pas forcément à la portée de tous. Il y a des professionnels. Qu'est-ce qui se passe justement quand un professionnel rencontre un client, donc un professionnel comme vous, pour automatiser une tâche? C'est quoi ce qui se passe, la méthode, oui. La méthode, en fait, effectivement, est simple. C'est une cartographie des processus. C'est de savoir, en fait, comment l'entreprise fonctionne, que ça soit, en fait, un artisan boulanger, un commerçant ou dans la petite industrie. Il faut, en fait, qu'on arrive à cartographier les processus. Pour justement cartographier les processus, c'est de dessiner, c'est d'avoir des schémas pour dire, OK, ça commence là, ça passe par là, ça se termine là. Et une fois qu'on a cartographié les processus, on est en mesure effectivement là de pouvoir dire, ah, là, il y a un point de friction, ou là, on peut automatiser ça. Et à partir de là, nous, on intervient. Une fois qu'on a mis en place un cahier des charges avec cette cartographie des processus, on peut accompagner beaucoup plus facilement n'importe quelle entreprise à justement intégrer en fait de l'IA pour maximiser justement cette automatisation. Alors ça a l'air magique ce que vous dites. Est-ce que vous avez en tête l'un ou l'autre un exemple d'automatisation qui pourrait parler à nos téléspectateurs?
Oui, Roland? Oui, en fait, un processus classique, c'est un processus commercial. OK, C'est que je veux vendre en fait mon produit. Donc, avant de pouvoir le vendre, j'ai besoin de faire un devis. Le d'accord, devis, en fait, peut se transformer en facture une fois que j'ai vendu. Et avant de pouvoir vendre, il faut peut-être en fait contacter un prospect. Donc, d'accord, typiquement, ça, c'est une chaîne. Je contacte mon prospect par téléphone, par newsletter, par réseaux sociaux. OK, Une fois que j'ai mon prospect, il doit rentrer en fait dans un système qu'on appelle généralement un CRM, gestion de la relation client. mhm, À partir de là, je dois peut-être en fait le relancer, avoir un suivi, lui faire un devis. Le devis, il doit le valider, il doit payer peut-être un acompte. Une fois que l'acompte est payé, je lui délivre en fait un service et après on passe en service après-vente. Ça, c'est un processus d'une entreprise et on voit d'accord. qu'il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre d'actions qu'il faut identifier, cartographier, dessiner avant de pouvoir effectivement l'automatiser. D'accord, donc j'imagine qu'il reste des tâches manuelles, mais il y a des choses dans ce processus que vous pouvez automatiser ce processus de vente, c'est ça? Exactement. Et grâce à l'IA, sur ce type de process, on peut vraiment aller très très loin. On peut permettre à l'être humain d'avoir des tâches encore de vérification, de contrôle qui peut être plus pertinentes que finalement les tâches répétitives au quotidien où on peut se lasser, où on peut voilà, ne pas avoir envie de les faire. Romain, un exemple Un exemple, si on d'automatisation? reprend Ouais. le marketing, par exemple, Mhm. nous, sur certaines entreprises, on communique auprès de nos clients. On souhaite envoyer de la veille sur certains marchés. C'est très chronophage de récupérer toutes les informations, les agréger, les synthétiser, sélectionner les meilleures informations et ensuite les diffuser. Ce processus-là, par exemple, qu'on vient de découper, on l'a entièrement automatisé. Donc, on a récupéré l'ensemble des sources de veille que l'on avait. Mhm. On les a mis dans une boîte, quoi, grosso modo. Derrière, on a demandé à une intelligence artificielle de venir faire une sélection des meilleurs articles qui semblaient les plus pertinents par rapport au secteur d'activité. Une fois qu'on a fait ça, on le repasse dans une autre moulinette où là, on lui dit bah, OK, il y a une sélection qui a été faite. Est-ce que de cette sélection-là, tu peux me prendre les 5 meilleurs et me les résumer pour que ce soit pertinent pour le client? Et derrière, après, on finit la chaîne avec synthétisation, on habille en version mail et on diffuse et tout ça en automatique. Tous les jeudis matins, on a une boucle qui part et qui simplifie tous nos process de veille pour nos clients. Très bien. Alors, j'ai envie qu'on passe à une étape que vous nous parliez, peut-être des applications que vous utilisez, et peut-être en me disant, quand c'est une application qui est peut-être niveau 0, entre guillemets, je débute, et puis des applications qui vont être utiles au fur et à mesure qu'on va justement peut-être dans l'automatisation. Roland, peut-être vos applications chouchou. Alors moi, classiquement, ChatGPT, OK. c'est vrai que je l'utilise vraiment au quotidien. Et je pense que tout le monde et toute la Mhm. planète utilise en fait cet outil parce qu'il est vraiment bien conçu et vraiment OpenAI a une avance en fait sur les autres. Donc ça c'est voilà, niveau 1, Alors, c'est pour tout le alors monde. ChatGPT, il y a plusieurs utilisations. Donc, il y a le fait d'aller dans l'interface et de taper. Oui, Et vous l'utilisez potentiellement exactement. Comme autrement. on Oui, l'utilise autrement comme moteur d'intelligence artificielle que l'on peut effectivement coupler à d'autres outils. d'accord. C'est ce qu'on Donc, appelle des API, donc des connecteurs, où d'accord. on demande finalement en fait à cette intelligence artificielle de faire ce traitement pour nous. Et donc voilà, on arrive à automatiser en fait effectivement les tâches. OK, donc Donc ça reste ChatGPT, voilà, mais sur une interface qui est différente du grand public, c'est ça? exactement. Ouais, Après, si on a en fait certaines applications où le volet cybersécurité ou sécurité des données ou confiance des données, comme le RGPD, mhm, protection des data. Donc on utilise des fois d'autres types d'intelligence artificielle comme Mistral AI, d'accord. qui est open source et qui est en fait une startup française qui joue le jeu, entre guillemets, de la transparence au niveau des data. OK. Ouais. Je vous laisse réfléchir à d'autres applications. Mhm. Romain, des applications que vous aimez bien? Bon, une application qu'on utilise régulièrement, qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, c'est pour le service commercial. On avait un système de téléphonie qui était un opérateur classique et on a équipé nos commerciaux d'une solution qui s'appelle Allo, qui permet aujourd'hui, grâce à une application, de générer un numéro de téléphone sur votre téléphone portable. Grâce à ce numéro, bah, comme tout numéro de téléphone, vous pouvez appeler et recevoir des appels. L'avantage, c'est que toute la conversation qui a été effectuée est résumée directement par l'intelligence artificielle. Vous le recevez par mail, vous le recevez directement dans l'application. Et nous, ce qu'on est en train de faire, on va un peu plus loin. Le CRM qu'on a développé, qui nous permet de suivre la relation client,
Une fois que le commercial a raccroché, la synthèse de son appel va remonter directement sur la fiche client, ce qui nous permet d'avoir un suivi, même pour le commercial, quand il est au téléphone et qu'il n'a plus besoin de prendre de notes, on a le résumé avec les actions prioritaires à venir. Application très simple. Donc on voit, c'est que c'est quand même passionnant là pour le coup. Concrètement, on comprend que j'ai eu quelqu'un au téléphone. D'habitude, j'avais jamais le temps de faire la synthèse. Exact. Là, la synthèse est faite. En plus, cette synthèse est rattachée au bon Directement. profil, et donc ça permet finalement à tous les autres collaborateurs, notamment peut-être ceux qui doivent prendre la suite, Exact. de savoir où est-ce qu'on en est. C'est ça. Une autre application que vous aimez Une bien? autre application, en fait, là, c'est justement sur le volet peut-être de la Fédération du numérique. On a pas mal de réunions et donc en fait de webinaires. Et en fait, on utilise une application qui s'appelle Nuta.ai, Ok. qui est une application de prise de notes automatique. Et en fait, effectivement, cette intelligence artificielle s'invite dans un Teams, dans un webinaire, et Dans une permet visio, dans c'est une ça? visio, voilà, Ouais. dans une visio, et en fait, ça, voilà, ça prend les notes automatiquement en fait pour nous, ça fait un résumé, ça donne les actions principales, ça identifie qui parle, et en fait, à la fin finalement de la visio, entre guillemets, on a déjà des rapports que l'on envoie automatiquement à tous les présents. Et ça, c'est un gain de temps en fait phénoménal, et on a plus ce travail finalement de résumé, de synthétisation en fait d'une visio. Alors le temps file, mais il y a vraiment un sujet que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le rapport des hommes, le rapport de l'homme avec l'IA. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez des collaborateurs, vous êtes aussi en contact avec des entreprises. Euh, pour vous, où est-ce qu'on en est en Martinique? Est-ce que les salariés ont peur de l'IA? Est-ce qu'ils se disent qu'ils vont être remplacés par cette IA? Est-ce qu'ils ont peur pour leur emploi? Est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment qu'ils se disent que c'est plutôt un levier pour leur productivité? Comment on fait pour les rassurer? Ou d'ailleurs, est-ce qu'il faut qu'on les rassure? Roland? Alors effectivement, on n'a qu'à regarder en fait l'actualité. La majorité des personnes ont encore peur de l'intelligence artificielle. Les retours que l'on a, c'est est-ce que je ne vais pas perdre mon emploi? Est-ce que ça va me remplacer? Ça fait les choses mieux que moi? Donc il y a encore cette crainte que l'on a en fait sur notre territoire. Mais je pense qu'il faut qu'on dépasse ça. On est un peuple des fois un peu trop craintif par rapport à notre histoire. Il faut qu'on arrive en fait à avoir le côté un peu positif et comment on peut se maximiser, s'augmenter en fait grâce à l'IA. On a encore du travail et c'est en fait ce travail de sensibilisation qu'il faut mettre en place au quotidien pour, voilà, pour que l'on soit convaincu que, comme je disais, si on fait les choses bien, on va optimiser finalement ce que l'on fait bien. Donc le travail de sensibilisation est crucial parce que je pense que le numérique, avec l'intelligence artificielle, est une voie pour en fait, nos très petites entreprises en, fait, en Martinique. On voit que vous avez une posture très optimiste Oui, en tant que président de Martinique c'est Digital. ça. Romain, le même avis ou un avis un peu plus nuancé? Non, j'ai le même avis. Je pense que c'est aussi une histoire de génération. On revient toujours dans toutes les nouvelles ères des nouvelles technologies. J'ai l'impression, en l'ayant connu très tardivement, mais l'arrivée du téléphone mobile, j'ai l'impression d'entendre mes parents parler sur qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de choses qui arrivent et on ne connaît pas en fait. C'est la peur de l'inconnu. On voit, moi j'ai la chance d'avoir une équipe très jeune, en tout cas jeune, qui en fait, a switché tout de suite sur l'intelligence artificielle, a basculé dans son usage immédiatement. Après, je peux comprendre l'appréhension par la méconnaissance, et donc il y a un travail d'explication et de présentation des outils, mais je reste persuadé, comme Roland, que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, mais au contraire pour augmenter cette capacité à innover, à produire, à créer. Et donc, je reste vraiment plutôt optimiste sur l'usage de l'IA dans les entreprises. Très bien. Dernier point, parce que ça file, on parle aussi des hallucinations de l'IA. C'est quoi les conseils, les mises en garde par rapport aux résultats que l'IA peut produire? Aujourd'hui, nous, ce qu'on met dans nos process, en tout cas, c'est l'humain. On revient toujours à la même chose, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne se base que sur ce qu'on lui a donné au début. Donc, en fait, si l'humain n'intervient pas dans cette boucle-là, à un moment donné, l'IA, elle commence à raconter n'importe quoi. Donc, dans la boucle du processus d'IA que l'on a, dans les différents process qu'on commence à mettre en place dans l'entreprise, à un moment donné, il y a toujours l'intervention de l'humain. Et par exemple, quand on publie, si je reprends le tout premier usage de l'IA sur la création de nos annonces immobilières, par exemple, oui, ça nous fait gagner du temps. Est-ce qu'un humain doit relire l'ensemble des textes qui sont rédigés? La réponse est oui. Et est-ce qu'on corrige? La réponse est oui. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mes invités. Roland Rathenant, fondateur de Nasdi et président de Martinique Digital.
et Romain Rangier, fondateur de Vilaveo et de Caseo. Merci à vous. Merci Manuel. Merci. Pour cette masterclass, on reste en lien avec la thématique. Je vais vous apprendre à faire un prompt. Le prompt, c'est la requête que vous partagez dans une IA générative, dans ChatGPT, dans Gemini ou autre. Et le problème, c'est que si vous ne faites pas un bon prompt, vous allez potentiellement être déçu par les résultats fournis par l'IA générative. En fait, il y a un squelette, il y a des composantes qu'il faut avoir dans un prompt pour qu'il soit réussi. La première chose, c'est qu'il faut que vous soyez en capacité de demander à l'IA générative de jouer un rôle. Vous devez indiquer clairement quel rôle vous souhaitez que ChatGPT ou Gemini joue. Est-ce qu'il doit être un expert en marketing? Est-ce qu'il doit être un expert en code? Est-ce qu'il doit être un avocat, etc. Bien sûr, vous ferez attention. Il faut toujours finalement se fier à la compétence d'un spécialiste. Mais ChatGPT peut ou Gemini peut jouer ce rôle et déjà vous allez le mettre dans un rail pour vous permettre d'avoir des résultats pertinents. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous donniez un objectif et un contexte. Je fais appel à toi pour cette raison. L'objectif est que tu m'aides à faire ceci et après, vous allez devoir donner un contexte économique, un contexte social, un contexte géographique, tout ce que vous voulez, tout ce qui va permettre à l'IA finalement de vous proposer des résultats qui seront dans ce cadre précis. Ensuite, vous aurez à donner un plan et des tâches, un plan structuré. Je souhaite que tu fasses ça, puis ça, puis ça, puis ça. Enfin, vous devrez définir des contraintes. Les contraintes, c'est tout. C'est la longueur, c'est le ton, c'est tout ce que vous voulez. Vous devez donner des contraintes. Vous savez, le génie naît de la contrainte. Donnez le maximum de contraintes. Donnez des exemples de ce que vous attendez. Enfin, vous allez dire quel est le format attendu. Est-ce que vous voulez un email? Est-ce que vous voulez un tableau? Est-ce que vous voulez un texte? Est-ce que vous voulez une traduction? Est-ce que vous voulez du code? Est-ce que vous voulez une vidéo? Est-ce que vous voulez de l'audio? Est-ce que vous voulez un document Word, un document Excel? Tout ça, c'est des formats que vous allez pouvoir avoir avec une IA générative. Demandez à l'IA de reformuler ce que vous lui avez demandé. Vous allez être surpris. Des fois, quand une IA reformule ce que vous lui avez demandé, vous vous rendez compte que ce n'est pas ce que vous pensiez avoir demandé. Donc, c'est très important de faire ça. Et puis, ma petite pépite, quand vous voulez faire un prompt, demandez à l'IA de vous poser des questions complémentaires. Le fait de faire cela, en fait, l'IA va vous lister un certain nombre de questions et vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être oublié des détails importants. Voilà, vous savez désormais faire un prompt parfait. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata. Bye bye.